Je ne vais pas te mentir, la plupart des gens ne changera pas. Ils continueront à attendre que le calendrier travaille pour eux, croyant qu'une motivation soudaine sera un jour suffisante pour réparer le désordre qu'ils portent à l'intérieur et à l'extérieur. Mais la vérité est inconfortable. Personne ne va te sauver du chaos, et chaque jour que tu remets à plus tard est un jour de plus qui t'éloigne de la version que tu devrais être. Le désordre ne disparaît pas tout seul, il s'étend. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu perds la capacité de choisir ton destin. Ce que tu ne mets pas en ordre finit par te submerger. Le stoïcisme n'est pas une pause intellectuelle, ni une liste de belles phrases à partager sur les réseaux sociaux. C'est une méthode brutalement honnête pour remettre la vie en ordre en commençant par les bases, corps, argent, esprit et environnement. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Celui qui attend le moment idéal est déjà en train de perdre. Il ne s'agit pas de théoriser, il s'agit d'appliquer, de nettoyer le terrain et de construire une structure, même si cela coûte, même si cela fait mal. Le véritable changement est silencieux, il n'a pas besoin de témoins, juste de discipline. Si tu veux arriver en 2026, en étant méconnaissable par rapport à ton moi actuel, tu vas devoir te débarrasser du fardeau, construire des routines solides et protéger tes limites comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. Parle moins, fais plus, parce que seuls ceux qui agissent transforment. Ici, tu commences à cesser d'être un spectateur. 1. Organise d'abord ton corps et tes finances. La réalité est plus dure que ce que tu veux admettre. Tant que tu continues à justifier le désordre dans ton corps et dans tes finances, toute idée de changement n'est qu'une fantaisie confortable, un réconfort pour ne pas te sentir trop perdu. Personne ne devient quelqu'un de fort ni structuré en traînant avec la fatigue, la mauvaise alimentation et le compte à découvert. La base de l'autocontrôle est la gestion de ce qui est le plus immédiat et tangible. Et si tu ne peux même pas gérer ce qui est devant tes yeux, crois-tu vraiment que tu pourras transformer ton esprit ou ton caractère? Il y a ceux qui se mentent depuis des années avec des discours de développement personnel, mais qui ne peuvent toujours pas se regarder dans le miroir sans ressentir de la honte pour ce qu'ils ont laissé s'effondrer. C'est la vérité que la plupart évitent. Le soin physique et la responsabilité financière ne sont pas des luxes, ce sont le seul minimum de toute vie digne. Il ne s'agit pas d'attendre de ressentir l'envie, ni de chercher la motivation parfaite. Ce qui te maintient dans l'impasse n'est pas le manque d'informations, c'est la décision de tolérer la médiocrité dans ce que tu manges, dans la façon dont tu bouges et dans la manière dont tu gères ton argent. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le temps, mais que nous le perdons. Il en va de même pour la santé et l'argent. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu remets à plus tard parce que tu t'es entraîné à tolérer l'inconfort jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ton identité. Il y a une dette invisible qui ne fait que croître, la dette envers ton propre corps qui te facture chaque jour où tu te lèves sans énergie, et la dette envers ton avenir, qui paiera les intérêts de tes dépenses impulsives et irresponsables. Il n'y a pas d'excuse valable. Ni la génétique, ni l'enfance, ni la situation économique ne justifient l'abandon volontaire. Beaucoup utilisent l'argument du bien-être émotionnel pour s'auto-tromper et vivre dans le confort du désordre. Mais la véritable paix mentale commence lorsque tu démontres, par des actes, que tu peux gouverner l'essentiel. Musonius Rufus enseignait que la vertu se pratique dans le quotidien, et il n'y a pas de vertu à se laisser aller. Réparer ton corps signifie s'entraîner chaque jour, même si cela fait mal, mettre des limites à ce que tu manges et faire du repos une véritable priorité, pas une récompense que tu te donnes seulement lorsque tu te sens épuisé. Réparer tes finances, c'est arrêter d'acheter sur un coup de tête, analyser chaque dépense comme si c'était un investissement dans ta liberté et mettre de côté la peur de regarder ton propre relevé de compte. Tu veux un changement ? Commence là où il n'y a pas de place pour les excuses, ce que tu manges, comment tu dors, combien tu bouges et comment tu gères chaque centime. Sans cela, tout le reste n'est que décoration.
Personne ne construit un esprit fort sur un corps faible et une économie brisée. La discipline ne se négocie pas, elle s'entraîne. L'ordre ne se promet pas, il s'exécute. À la fin, seuls ceux qui osent affronter le plus basique finissent par transformer l'essentiel. Tu ne peux pas ordonner ta vie si ton corps et ton portefeuille sont un chaos. Le premier filtre de la véritable transformation est celui-ci. Prends en charge la base ou accepte que tout le reste ne sera qu'une façade. Garde ton esprit propre et stable. Tu te lèves et avant même de poser un pied par terre, ton esprit est déjà saturé. Tu penses au travail, à ce que tu n'as pas fait hier, à la discussion en attente, aux messages auxquels tu évites de répondre. Le téléphone vibre et l'avalanche de tâches, d'opinions et d'urgences des autres te traverse même avant que tu aies pris ton petit déjeuner. C'est ainsi que commence la journée pour la plupart, avec la tête envahie, sans une seconde de clarté ni d'espace personnel. Tu t'adaptes rapidement à cet état, presque sans t'en rendre compte. Tu acceptes le désordre mental comme s'il faisait partie inévitable de la vie adulte. Mais ce que tu normalises devient invisible, et quand ton esprit se remplit de déchets émotionnels, de comparaisons, d'attentes imposées de l'extérieur, tu perds la capacité de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne fait que prendre de la place et te fatigue. Il ne s'agit pas seulement de pensées négatives, c'est l'accumulation de micro-inquiétudes, de ressentiments que tu ne lâches pas, de conversations internes qui tournent en rond. Le danger n'est pas le grand problème, mais l'usure constante que tu ne vois pas venir, jusqu'à ce que ton énergie soit drainée et que tout t'irrite ou te paralyse. Un esprit propre et stable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Épictète l'avait bien compris. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. La plupart des gens vivent piégés dans des interprétations automatiques, croyant que leurs pensées sont des faits et que leurs émotions sont des vérités absolues. Le mécanisme est simple mais mortel. Tu alimentes l'anxiété chaque fois que tu laisses entrer n'importe quel stimulus externe sans filtre. Tu renforces l'insécurité chaque fois que tu te compares à des vies d'autrui retouchées pour paraître parfaites. Tu te sabotes chaque fois que tu répètes l'histoire de tes manques comme si c'était un destin écrit. Maintenir l'esprit propre n'est pas une question de pensée positive, mais de surveiller ce que tu laisses entrer et de ne pas devenir l'otage de ton propre dialogue interne. Certains se cachent derrière l'hyperactivité mentale pour ne pas affronter le vide. D'autres s'anesthésient avec des distractions, croyant ainsi éviter le malaise. Mais l'esprit ne s'organise pas tout seul. Il nécessite de la discipline, tout comme n'importe quel muscle que l'on souhaite renforcer. Si tu ne nettoies pas ce que tu penses, tu vis en interprétant le présent à travers les résidus du passé et la peur de l'avenir. Tu ne peux pas contrôler les faits externes, mais tu peux entraîner la façon dont tu réagis et réponds. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas laisser cela décider à ta place. La stabilité émotionnelle ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à te maintenir ferme quand ils arrivent. L'autocontrôle mental se construit dans de petites décisions. Cesser d'alimenter des conversations stériles, lâcher le ressentiment qui te donne une identité, résister à la tentation de donner ton avis sur tout. Chaque jour est une opportunité pour nettoyer l'esprit de ce qui est superflu et renforcer le filtre de ce que tu permets de t'affecter. Personne ne fera ce travail à ta place. Les stoïciens le savaient. La vraie liberté commence dans la tête. Si tu n'es pas capable de gouverner ton monde intérieur, tu seras toujours victime de ce qui se passe à l'extérieur. La discipline mentale est une résistance silencieuse. Une pensée n'est pas un ordre. L'esprit stable ne se donne pas, il s'entraîne. 3. Agis davantage, parle beaucoup moins. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi a toujours ressenti une sorte de soulagement pervers en parlant de mes projets, de mes objectifs, de ce que je vais faire. Comme si en le disant à voix haute, j'avais déjà fait un pas en avant. Comme si la simple déclaration était un signe que le changement était en route. Mais la vérité est brutale. La grande majorité du temps, parler devient un piège déguisé en avancée.
Le cerveau se trompe, ressent la récompense anticipée de l'approbation, de la compréhension ou même de l'admiration des autres. Et alors, l'urgence d'agir se dissout. Le résultat est prévisible. Des idées qui ne dépassent pas le stade de l'ébauche, des projets qui restent des mots élégants et des promesses qui ne servent qu'à alimenter le personnage que tu cherches à montrer au monde. Chaque fois que tu tombes dans cette dynamique, tu renforces un schéma. Plus de discours, moins d'action, plus de justification, moins de résultats. Ce que tu n'exécutes pas n'existe pas. C'est la règle qui fait la différence entre ceux qui se transforment et ceux qui ne collectionnent que des intentions. Le mécanisme psychologique est simple si tu oses le désamorcer. Parler trop de tes objectifs active un faux sentiment de progrès, réduit l'inconfort qui devrait te pousser à agir et renforce la tendance à l'auto-tromperie. Il est plus facile de répéter un discours de dépassement de soi que de se taire et de supporter le travail silencieux, celui qui n'est applaudi par personne parce qu'il n'est ni visible ni partagé. Ce qui n'est pas visible est ce qui construit réellement le caractère. Au fond, beaucoup de gens craignent de passer à l'action parce qu'il n'y a pas d'excuses ni d'applaudissements instantanés, juste un retour honnête. Soit tu avances, soit tu stagnes. L'esprit cherche refuge dans la théorie parce que là, il est plus sûr d'échouer sans conséquences visibles. Mais personne ne respecte celui qui ne fait que parler. Le respect, même le sien, se gagne sur le terrain des faits. Si tu analyses honnêtement les moments où tu as le plus grandi, tu verras qu'aucun d'eux n'a été annoncé. Le véritable changement se produit lorsque tu en as assez du son de tes propres promesses et que tu décides d'agir même si personne ne regarde. Agir, c'est se confronter à l'inconfort réel. C'est accepter que tu peux échouer, que tu peux être médiocre au début, que la discipline ne se ressent pas bien tout de suite. Mais c'est là que se construit la structure interne. Parler est facile, parce que c'est bon marché. Cela ne coûte rien d'autre que de l'air. Agir a un prix. Cela exige de toi du temps, de l'énergie, des renoncements et surtout de la cohérence. Marc Aurèle le résumait sans fioriture. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. Cette phrase renferme l'essence. Le monde est saturé d'opinions et pauvre en exemples. Si tu veux que ta vie change avant 2026, le premier pas est drastique. Réduis au minimum l'exposition verbale de tes plans. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce que tu as besoin de cesser de t'anesthésier avec l'illusion que parler équivaut à avancer. Parler moins est un filtre d'engagement. Cela t'oblige à rendre des comptes uniquement à tes propres résultats. L'action silencieuse est celle qui transforme réellement. Le reste n'est que bruit pour la galerie. Personne ne devient méconnaissable par ce qu'il dit, seulement par ce qu'il soutient par des faits. Tais-toi et fais-le. C'est la ligne entre celui qui évolue et celui qui reste à répéter des versions améliorées de ses vieilles excuses. 4. Laisse aller ce qui ne te propulse plus. Un tiroir rempli d'objets inutiles, des reçus qui ne servent plus, des câbles d'appareils que tu as jetés il y a des années, de petits morceaux cassés que tu as gardés au cas où et qui ne font que prendre de la place. Chaque fois que tu essaies de chercher quelque chose d'important, tes mains se heurtent à cette accumulation silencieuse. Il en va de même dans la vie. Tu continues à traîner des liens, des routines et des versions anciennes de toi-même qui ne t'apportent plus rien, mais tu insistes à les conserver par habitude ou par peur du vide. Il y a une résistance presque physique lorsque tu fais face à l'idée de lâcher ce qui a fonctionné un jour, même si aujourd'hui c'est juste un poids mort. L'attachement se ressent comme une corde invisible qui te lie au passé, mais en réalité, c'est juste une excuse pour ne pas avancer. La croissance exige de l'espace, et l'espace n'apparaît que lorsque tu décides de sortir du tiroir, ce qui gêne, et de ne plus jamais le ranger. Fais attention aux gestes inconscients, le message auquel tu réponds par obligation, la réunion que tu acceptes même si elle te draine, le vêtement que tu ne portes plus, mais que tu gardes au cas où tu perds du poids, la conversation usée que tu répètes avec quelqu'un qui te mène toujours au même point mort. Ces petites actions quotidiennes, accumulées,
te maintiennent attaché à ce qui ne te propulse plus. L'habitude est confortable, mais le confort ne construit rien de solide. Si tu veux vraiment changer, il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles routines ou d'apprendre de nouvelles théories. Tu dois nettoyer le fond, te débarrasser de ce qui prend de la place, même si cela implique de l'inconfort ou un deuil temporaire. Le détachement réel n'est ni indifférence ni froideur. C'est une forme de respect pour ton temps et ton énergie. L'erreur la plus courante est de confondre loyauté et stagnation. Le stoïcisme n'a jamais proposé de supporter ce qui t'ancre juste par peur de paraître inconstant. Sénèque l'a dit clairement. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Si ton quotidien est rempli de ce qui ne compte plus, tu n'auras jamais la clarté nécessaire pour savoir où tu veux aller. Lâcher prise fait mal, mais rester te coûte la vie que tu pourrais être en train de construire. La discipline de lâcher prise n'est pas un acte dramatique. C'est une série de petites décisions, presque invisibles, qui te redonnent le contrôle. Tu cesses de répondre à des messages inutiles. Tu dis non sans te sentir coupable. Tu te permets de clore des cycles sans le rituel du regret. C'est ainsi que l'on entraîne la liberté intérieure. On se libère dans l'action, pas dans l'intention. Tout ce qui a bien commencé ne mérite pas de rester pour toujours. Il y a des relations qui n'ont de sens que dans certains chapitres, des habitudes qui étaient utiles mais qui sont maintenant des chaînes, des objectifs anciens qui ne te représentent plus. L'attachement est l'ennemi silencieux du progrès. Si tu n'oses pas vider le tiroir, chaque tentative de changement ne sera qu'une accumulation sur accumulation, jusqu'à ce que le poids te paralyse. Choisis ce qui te propulse, laisse le reste derrière. Sans espace, il n'y a pas d'avancée. La phrase est simple et brutale. Ce que tu ne lâches pas te retient. Personne n'évolue en portant ce qui a déjà terminé sa fonction. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter, mais dans le savoir qu'en laisser aller. 5. Défends tes limites et protège-les sans excuse. Tu n'as pas le droit de te plaindre de ton épuisement si tu n'as jamais protégé tes propres limites. Chaque fois que tu cèdes par peur de déranger, tu offres une partie de ton énergie en échange de rien. C'est ainsi que l'épuisement devient ton état naturel, parce que tu as ouvert la porte à tout ce qui te draine et à tous ceux qui ne savent que demander, mais ne rendent jamais. Personne ne respectera tes frontières si tu les piétines toi-même, si tu es le premier à les trahir. La vie ne te demandera pas la permission de t'envahir. C'est pourquoi tes limites doivent être non négociables, pas un doux désir ni une suggestion déguisée en politesse. Arrête d'attendre que ton environnement comprenne comment tu te sens ou combien tu peux tolérer. Le monde ne s'arrête pas pour prendre soin de toi. Cette tâche t'incombe uniquement. Le plus facile est de justifier le manque de limites avec des phrases comme « je ne veux pas être égoïste » ou « c'est pour éviter les conflits ». Mensonge. C'est une faiblesse camouflée sous de bonnes intentions. Le prix à payer pour ne déranger personne est de vivre mal à l'aise avec soi-même. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu t'abandonnes un peu plus. Chaque fois que tu permets un manque de respect, une invasion de ton temps, une demande absurde sur ton énergie, tu envoies un seul message. Tes besoins valent moins que ceux des autres. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la peur du rejet. Et cette peur, si tu ne la coupes pas à la racine, te transforme en otage de la volonté d'autrui. Il n'y a pas d'autodiscipline sans limite claire. Il n'y a pas de paix mentale si ta journée dépend de l'agenda des autres. Sénèque l'a dit sans pitié. Celui qui plaît toujours aux autres finit par se mépriser lui-même. La réalité est que personne ne t'admirera pour te consumer jusqu'à l'épuisement. Ils apprendront seulement à exiger plus, à consommer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est pourquoi, trace tes lignes et rends-les visibles, non pas comme une menace, mais comme une déclaration de ta valeur. Ton temps n'est pas infini, ton énergie non plus. Tu n'as pas à donner d'explications éternelles, ni à demander pardon pour te protéger. Les gens forts ne demandent pas la permission de prendre soin d'eux-mêmes.
Ils établissent les termes et les maintiennent, même si cela signifie perdre la sympathie de ceux qui savaient seulement profiter de leur permissivité. Si tu as du mal à poser des limites, ce n'est pas par manque de capacité, c'est par manque de courage pour supporter l'inconfort temporaire que cela implique de décevoir ceux qui bénéficiaient de ta complaisance. Tu préfères l'épuisement chronique à l'inconfort ponctuel. Mais ainsi, il n'y aura jamais de respect ni de transformation. Personne n'évolue en étant un paillasson. La vie ne récompense pas la soumission, elle récompense l'intégrité. Limite que tu ne défends pas, limite qui disparaît. Et quand tu les perds tous, ce qui suit, c'est le ressentiment, la frustration et le vide. Ne demande pas de compréhension si tu n'as pas eu la force de dire stop. Le respect de soi est une frontière sacrée. Si tu la franchis une fois, tu la franchiras toujours. Décide une bonne fois pour toutes. Veux-tu la paix des autres ou ta propre dignité? Deviens inconfortable si nécessaire. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont jamais osé dire non. 6. Construisez des routines. Ne dépendez pas de la motivation. Dépendre de la motivation est un piège qui vous maintient faible. Si chaque jour vous vous levez en espérant ressentir cet élan presque magique qui résout tout, vous resterez exactement là où vous êtes. La motivation est volatile, elle apparaît et disparaît sans prévenir, et si votre vie dépend de ce combustible fragile, vous ne construirez jamais rien qui résiste à l'usure réelle. La vérité inconfortable est que la plupart justifient leur manque d'avancement par des phrases comme « je n'en ai pas envie »,« aujourd'hui n'est pas le bon moment » ou « quand je me sentirai prêt, je le ferai ». Mais personne ne se transforme en attendant de se sentir prêt. Ce qui distingue ceux qui changent de ceux qui restent les mêmes, ce n'est pas l'étincelle d'un jour, mais la structure quotidienne qui se maintient même lorsque tout coûte le double. Vous êtes le résultat des répétitions, pas des enthousiasmes passagers. Si votre seule source de mouvement est l'émotion du moment, votre vie sera une montagne russe sans contrôle ni direction. Il est facile de tomber dans l'illusion que vous devez vous sentir inspiré avant d'agir. Le mécanisme interne est subtil mais dévastateur. Vous confondez le désir de changement avec la capacité réelle de soutenir des actions inconfortables. Vous vous convainquez qu'un jour, vous vous réveillerez avec une clarté parfaite et une énergie illimitée. Mais l'expérience prouve le contraire. Les jours lourds arrivent, les excuses se multiplient, et s'il n'y a pas de routine solide, vous finissez toujours par revenir au point de départ. L'auto-illusion ici est profonde. Vous croyez que vous pouvez négocier avec vous-même, que demain sera différent, mais chaque fois que vous procrastinez, vous renforcez l'habitude de l'inertie. La volonté est limitée. Ce qui vous sauve, c'est la structure, pas l'improvisation émotionnelle. Construire des routines est en essence une déclaration silencieuse de qui vous voulez être sans dépendre de comment vous vous sentez. La routine n'est pas une prison. C'est l'architecture invisible qui vous permet d'avancer lorsque votre esprit joue contre vous. La discipline quotidienne coupe la conversation interne qui cherche des excuses et vous apprend à agir même lorsque l'envie n'est pas présente. Faites ce que vous devez, pas ce qui vous plaît, répétaient les stoïciens, car ils comprenaient que la liberté ne réside pas dans le fait de suivre chaque impulsion, mais dans la capacité à maintenir ce qui est important même lorsque la motivation est partie. C'est ici que beaucoup échouent. Ils s'attendent à se sentir différents pour commencer, alors qu'en réalité le changement apparaît après avoir soutenu l'inconfort encore et encore. Une routine bien construite est un bouclier contre l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de concevoir des horaires rigides par obsession, mais de créer un cadre qui vous rappelle chaque jour quelles sont vos priorités et à quoi ressemble l'engagement réel. L'esprit cherche des raccourcis, il veut éviter l'effort soutenu. Mais chaque fois que vous cédez aux caprices du moment, vous perdez une bataille interne que personne d'autre ne voit. La transformation se produit dans la répétition. La clarté arrive après l'action, pas avant. Vous n'êtes pas vos émotions changeantes, vous êtes ce que vous répétez quand personne ne vous observe. La routine vous sauve du chaos. L'action quotidienne est votre refuge.
Choisissez de construire des routines qui vous soutiennent dans les jours gris, car c'est là que le caractère se définit, pas dans les moments d'enthousiasme. Si vous n'avancez que lorsque c'est facile, vous n'irez jamais loin. Entraînez-vous à agir sans demander la permission à la motivation. C'est la base d'une vie véritablement transformée. 7. Choisissez la structure plutôt que les impulsions momentées. Vous vous asseyez devant l'ordinateur après une journée ordinaire, l'horloge indique une heure absurde pour rester éveillé, et pourtant, vous êtes là, naviguant entre des onglets ouverts qui ne mènent à rien, vérifiant encore une fois les réseaux sociaux, passant d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. Le dîner a été la première chose qui s'est présentée, l'entraînement a encore été reporté à demain, et la sensation d'avoir laissé des choses inachevées se mêle à une anxiété sourde qui ne disparaît jamais. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de vivre soumis aux impulsions du moment, réagissant à chaque stimulus au lieu de décider avec clarté. Ainsi se construit une vie qui semble occupée mais qui, si vous la regardez de près, n'est remplie que de fragments disjoints et de décisions prises par inertie. La racine de ce désordre est simple, bien que difficile à admettre. La plupart des gens n'ont pas de structure réelle parce qu'ils craignent de se sentir piégés, comme si établir des limites et des horaires était une renonciation à la liberté. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. L'impulsion immédiate vous procure un plaisir fugace et, en retour, vous vole la possibilité d'avancer vers quelque chose de solide. La structure n'est pas un caprice d'obsédé, ni une prison pour les spontanés. C'est la seule base qui vous permet de résister à l'usure des jours et de vous soutenir lorsque votre énergie et votre volonté fléchissent. Si vous vous laissez porter uniquement par ce qui vous plaît maintenant, vous devenez esclave des émotions changeantes et votre vie se fragmente. En choisissant la structure, vous choisissez la maîtrise de soi. Vous décidez quand, comment et pourquoi vous agissez, et vous ne laissez pas l'impulsion tracer le chemin à chaque fois. Le mécanisme qui vous piège est prévisible. Manque de clarté dans les priorités, absence de limite dans le temps, un agenda qui n'est jamais respecté parce qu'il se remplit au fur et à mesure de ce que les autres attendent de vous ou de ce que votre esprit dispersé lance comme urgent. Le résultat est une vie qui se dilue dans des tâches mineures et des satisfactions instantanées, laissant toujours l'important pour plus tard. Vous vous convainquez que vous êtes flexible, mais en réalité, vous ne faites que reporter ce qui vous pèse le plus. Chaque jour où vous répétez ce cycle, vous renforcez dans votre cerveau le chemin du minimum effort et affaiblissez votre capacité à tenir des engagements réels. La discipline ne naît pas de l'inspiration, elle naît de la structure. Horaire clair, espace défini, priorité non négociable. C'est l'architecture invisible qui soutient ceux qui avancent vraiment. Pour transformer votre vie avant 2026, vous devez choisir le chemin inconfortable de la structure. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez à chaque instant, mais d'avoir la force de faire ce que vous avez choisi, même si cela ne vous enthousiasme plus. Là réside la différence entre une vie dispersée et une vie construite. Personne ne devient méconnaissable par hasard ni par des poussées de motivation. La transformation profonde se produit lorsque vous priorisez le système sur le caprice, la stratégie sur le désir momentané. Ce que vous répétez chaque jour vous définit, pas ce que vous rêvez lors de vos meilleures nuits. La structure est pouvoir sur vous-même. L'impulsion n'est que du bruit. Décidez laquelle vous voulez qui marque votre vie. 8. Applique des principes. Ne les admire pas seulement. Je confesse avoir ressenti une sorte de fierté intellectuelle en admirant des principes élevés, comme si le simple fait de comprendre une phrase puissante de Marc Aurèle ou de Sénèque me transformait en quelqu'un de différent. Je me suis surpris au milieu d'une conversation ou devant un livre souligné à me délecter de la pensée « c'est de l'or », tandis que la vie continuait d'être tout aussi désordonnée. Il y a une distance inconfortable entre la lucidité que l'on ressent en lisant sur l'autodiscipline et la réalité de ces gestes répétés. Tu laisses l'assiette sale sur la table,
Tu ignores l'alarme qui t'invite à t'entraîner. Tu dépenses pour quelque chose dont tu n'as pas besoin et ensuite tu te justifies avec une citation stoïque comme si cela exonérait le manque d'action. La contradiction se ressent comme un poids silencieux, presque physique. Tu reconnais la valeur du principe, mais tu le laisses suspendu comme un ornement sur le mur mental, sans le ramener sur terre, où il est vraiment douloureux de l'appliquer. S'observer dans le quotidien est inconfortable. Tu remarques comment tu peux réciter le concept de contrôler ce qui dépend de toi. Mais face à la première frustration, le geste est de serrer les mâchoires, de lâcher une plainte et de chercher un soulagement immédiat dans n'importe quelle distraction. Tu ressens de l'admiration pour la tempérance, mais tes doigts tambourinent anxieusement sur la table lorsque quelque chose ne se passe pas rapidement. Tu gardes l'idée de vivre selon la nature, mais ton corps souffre du manque de sommeil et de l'alimentation improvisée. Il y a une sorte de culte au principe, mais une allergie à la pratique. Le véritable changement, cependant, ne se remarque pas dans le discours, mais dans les micro-décisions. Dans la façon dont tu termines une conversation qui t'épuise, dans la manière dont tu choisis de ne pas répondre à une provocation, dans l'instant exact où tu remets à plus tard le désir de gratification pour soutenir la structure que tu t'es promise. Si tu prends le temps de regarder les détails, tout change. La façon dont tu organises ton bureau, la manière dont tu ranges tes vêtements en rentrant chez toi, le temps que tu prends pour manger sans téléphone à la main. C'est là que se joue le respect d'un principe, non dans l'exaltation philosophique ni dans l'admiration passive. La cohérence se mesure à ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans les petits gestes qui, répétés, t'entraînent ou te brisent. Un principe non appliqué n'est qu'une décoration mentale. C'est la ligne iconique qui devrait te poursuivre chaque fois que tu ressens l'envie d'applaudir une idée sans l'intégrer dans ton agenda. La différence entre ceux qui changent réellement et ceux qui ne collectionnent que des phrases est brutalement visuelle. Certains ont des routines claires, des espaces propres, des relations ordonnées par des limites fermes et une fatigue qui a du sens. Les autres, une accumulation de théories, un chaos quotidien et une anxiété qui grandit à mesure qu'ils admirent ce qu'ils n'exécutent jamais. Il n'y a pas de transformation sans sueur, sans inconfort, sans ce tiraillement intérieur qui t'oblige à choisir le principe même si l'esprit demande un raccourci. L'admiration est un applaudissement bon marché. L'application est le véritable coup. Fais du principe une action, pas une médaille intellectuelle. Le pas que tu ne concrétises pas ne te transforme pas. Les valeurs ne valent que lorsqu'elles pèsent dans ta journée. 9. Fais du changement une habitude silencieuse. Étrangler une mauvaise habitude, c'est comme casser une clé rouillée que tu portes autour du cou depuis des années. Tu sais qu'elle pèse, tu sais qu'elle te limite, mais tu t'es tellement habitué à sa présence que ton corps et ton esprit l'ont déjà intégré dans ta posture, dans ta façon de marcher, dans les petits gestes de chaque jour. Changer, vraiment, c'est te forcer à arracher cette clé et à supporter le vide inconfortable qu'elle laisse, sans faire de bruit, sans demander au monde de t'applaudir pour l'avoir fait. Ici, il n'y a pas de place pour le spectacle de la transformation. Le véritable changement est celui que personne ne voit, celui que tu ne publies pas ni ne transformes en étendard. Il y a un piège dans le besoin de reconnaissance, dans cet élan enfantin de montrer chaque tentative d'amélioration comme si c'était une médaille. Cette théâtralité ne nourrit que l'ego, mais ne soutient aucune structure. Combien de fois as-tu annoncé que tu allais abandonner un vice, commencer une routine ou transformer ton environnement, juste pour abandonner en silence et ensuite chercher une excuse élégante qui te sauve du ridicule? Il est temps de cesser de chercher des témoins pour ton propre processus et de commencer à construire dans la solitude inconfortable où se forge la discipline. La plupart des gens ne changent jamais parce qu'ils ont besoin que les autres regardent, valident ou célèbrent chaque étape, comme si le progrès dépendait de la réaction des autres. Mais la vérité brutale est que celui qui a besoin de témoins
ne fait que démontrer une faiblesse intérieure. Le véritable changement est un pacte privé, une décision maintenue seule, sans témoin ni public. Si chaque avancée nécessite des applaudissements, le recul sera inévitable dès que l'attention disparaît. Ce qui se construit en secret est la seule chose qui survit à l'usure. C'est ici que tu dois être impitoyable avec tes propres excuses. Arrête de dire au monde ce que tu prévois de faire et commence à payer le prix inconfortable du silence. Tu n'es pas spécial parce que tu commences. Tu ne l'es que si tu persistes quand personne ne te regarde. Tout ce qui ne devient pas une habitude se dissout dans le courant des impulsions passagères. C'est pourquoi tu dois faire du changement une série de gestes automatiques, pas une collection d'annonces publiques. Le processus est inconfortable, car il exige une honnêteté que l'on ne voit pas dans le miroir, ni sur les réseaux. Tu feras face au désir urgent de partager des progrès minimes, de chercher l'approbation pour ne pas te sentir seul dans l'effort. Mais cet élan n'est qu'un masque d'insécurité. Ce qui transforme vraiment, c'est la répétition silencieuse, l'entraînement quotidien sans spectateur, l'accumulation de petites victoires que toi seul connais. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un voie comment tu te refuses une gratification, comment tu rejettes une invitation que tu sais te ramène au même cercle vicieux, comment tu maintiens la routine que d'autres trouvent ennuyeuse. La force se mesure dans la constance muette. La discipline est ce que tu fais quand personne ne l'enregistre. Tout le reste est personnage, pas caractère. Ne crois pas que tu te sentiras bien tous les jours, ni que l'habitude deviendra facile par magie. Le changement solide est une usure soutenue, une usure que tu entraînes jusqu'à ce qu'elle cesse de faire mal. Chaque jour où tu choisis le chemin difficile en privé, tu soudes une structure interne résistante à l'échec public. Tu n'es pas ce que tu annonces, tu es ce que tu maintiens. Fais du changement une habitude silencieuse et laisse les résultats parler quand tu n'as plus d'intérêt à prouver quoi que ce soit. La véritable transformation ne crie pas, elle se remarque. N'explique pas ta discipline, exécute-la. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.